Bonjour à tous, bienvenue à cet autre lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Soyez les bienvenus, que vous soyez dans votre voiture en déplacement, à la maison, au travail, en train de prendre une marche ou en rediffusion. On espère que vous allez apprécier le moment qu'on va passer ensemble. Aujourd'hui, j'ai la chance, en fait, de co-animer avec Jean-Philippe Claude, qui cet été a sûrement fait du voilier, des acquisitions, voyons, de l'avion, peut-être, des Ironman, Alouette. Salut Jean-Philippe. Oui, ouais, ça résume. Pas d'acquisition, par exemple. On a été quand même plus tranquille, là. On a quand même à digérer notre acquisition là, du portfolio de Norgate. On travaillait là-dessus, là, surtout mon partenaire Nicolas, qui a travaillé très, très fort sur les rénovations. Fait que non, tranquille, tranquille à ce niveau-là, mais oui, dans le plaisir. J'ai visité les îles de la Madeleine cet été également. Wow. Honnêtement, je le recommande fortement. Là. C'est au Québec, c'est vraiment fabuleux. Là. J'ai eu la chance de voyager quand même un peu partout dans le monde, dans tous les continents. Puis on a vraiment un beau petit joyau. Fait que je fais une petite pub pour les îles de la Madeleine. Moi, Voilà. c'est un coup de cœur. On est dépaysé quand on va là, par rapport C'est c'est- ouais. c'est fabuleux. Puis en fait, on a une petite anecdote. On a participé à un concours de château de sable avec les enfants. Puis on a gagné la première place. On a gagné 700 $ avec les enfants. On a participé à un concours de château de sable. On a trouvé ça très comique. Mais oui, outre ça, ouais, vraiment, coup de cœur. Cool, cool, excellent. Hey, aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, en fait, un jeune homme qui va nous parler de financement caché à même les assurances-vie. Peut-être que ça pourrait s'appliquer à vous. Donc, on reçoit Félix Leclerc de Corpo Services Financiers. Donc, Félix, hey, salut, jeune homme, ça va? Salut! Bon matin, ça va bien, vous autres? Ouais, bon matin, ce midi. Excellent, excellent. Et merci d'être là, Félix. Il fait ça en fait gracieusement. Là, il fait ça bénévolement pour redonner un petit peu aux gens. Donc, Félix, peut-être te présenter puis nous parler du plan de financement immédiat. Qu'est-ce que c'est le PFI? Bon, mais pour me présenter un petit peu, là, je suis gradué du club de 2023. Donc, j'ai acheté mon premier immeuble en 2021, propriétaire occupant, quadruplex, le classique. Coup de circuit vraiment qui m'a donné un élan propulseur pour acheter d'autres immeubles. Fait que suite, du moment quand j'ai gradué du club, j'ai acheté 3 immeubles dans la même année que l'année qui a suivi, on va dire ça de même. Fait que libre financièrement assez rapidement, millionnaire qui est devenu à cause du club aussi et de la persévérance dans tout ça. Puis, on the side aussi, j'avais parti mon propre cabinet de services financiers en 2021. Puis, en même temps que mon première acquisition, je travaillais beaucoup en parallèle là, avec mes clients de tout genre, puis moi qui faisais de l'investissement immobilier. Puis, tranquillement, mes clients sont devenus des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. Puis, à un moment donné, ben, au lieu de commencer à jouer sur deux tableaux, je me suis mis 100% à travailler avec des investisseurs immobiliers. Fait que maintenant, ma clientèle, c'est des investisseurs immobiliers, des entrepreneurs. On parle le même langage du lundi au vendredi, que ce soit pour moi dans mes acquisitions que pour conseiller mes clients finalement dans leurs finances, autant personnelles que dans leur entreprise. Fait que, bref, c'est un peu ça qui peut me décrire. Donc, pendant que les gens se manifestent dans le chat, parce qu'on sait que ça prend toujours un petit délai, peut-être nous parler du PFI, Félix? Qu'est-ce que ça mange Ouais. en hiver, ça? Bon, mais on va partir de la base un petit peu. Là. La PFI, c'est le mot plan de financement immédiat. Là. C'est un mot qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Bref, quand on est dans l'immobilier, on l'entend un peu plus. Mais grosso modo, c'est de financer une assurance vie à même l'assurance vie. Il y en a aussi qui appellent du infinite banking, mais c'est pas exactement ça. Il faut faire attention. Infinite banking, c'est autre chose. Mais ici, on parle de financer une assurance vie à propre de l'assurance vie. Mais je veux partir de la base. Une assurance vie, ça sert à quoi? Parce que c'est pas si sexy que ça, une assurance vie, mais ça peut le devenir. Il y a souvent 4 sphères globales qu'on voit. Convention d'actionnaire, ce qui se dit là-dedans, c'est que si quelqu'un décède, il faut que je rachète mon partner. Avec quel argent? Si notre immeuble est refinancé au maximum tout le temps, il ne reste pas beaucoup de jus dans le business pour être capable de racheter notre partner. Qu'est-ce qu'on a? Une assurance vie ici pour financer ça. Après ça, il y a l'impôt décès. Malheureusement, on va tous mourir un jour, puis on va tous payer de l'impôt, croyez-moi. Puis plus vous allez avoir d'immeubles, plus vous allez être en vie longtemps, plus la facture d'impôt va être importante. Donc, l'assurance vie à ce jour est encore la méthode la plus payante de payer l'impôt au décès pour notre succession. Surtout que l'assurance vie, c'est net d'impôt. Donc, notre but ici, c'est toujours la fiscalité, optimiser notre fiscalité. Bien, si on est capable d'avoir un gain net d'impôt à notre succession pour payer la fameuse facture d'impôt, bien, l'assurance vie reste la meilleure option. Après ça, on voit beaucoup les remboursements de prêts par l'assurance. Fait qu'une hypothèque classique, là, on ne met pas ça nécessairement sur nos immeubles, mais une maison, un prêt hypothécaire, souvent on y met une assurance vie
pour rembourser ça, ce qu'on appelle une assurance hypothécaire. On en voit moins dans l'immobilier, comme je disais, mais ça reste un besoin qu'on peut couvrir avec ça. Puis, il y a aussi le remplacement de revenus. J'ai 2 enfants, je fais 200 000 par année, je décède, ma conjointe ne travaille pas, par exemple, parce qu'elle s'occupe des enfants, il faut que je laisse un revenu à ma conjointe pour continuer le train de vie, payer l'hypothèque, etc. Peut-être que je vais décider de donner un 2 ans de salaire, donc peut-être un 2 millions à ma succession pour être capable de s'auto-vivre, si on veut. Fait qu'encore là, l'assurance vie a sa place. Fait que dans l'assurance vie, tu as du temporaire, tu as du permanent. Le temporaire, c'est pas cher. Un homme de 40 ans non-fumeur, on parle à peu près 1 500$ par mois pour 3 millions. Pas par mois, excuse, par année pour 3 millions, 1 500$. Fait que c'est pas cher du temporaire. Puis tu as l'autre côté que c'est du permanent. Là, on tombe dans une autre braquette, on accumule des valeurs. C'est comme un actif, c'est comme un immeuble, c'est un placement. Ça peut être fini de payer en 10 ans, 20 ans, payable à vie. Mais ça, pour le même 3 millions, pour la même personne, on parle peut-être plus d'auto de 150 160 000$ par année pour la même assurance. Mais elle génère quelque chose, elle est pas mal plus excitante. Par contre, je posais la question dans le chat, qui veut payer 160 000$ en assurance par année? Tout le monde va... 160 000, oui. 160 000 va dire, ouais, attends, là, si je mets ça sur une mise de fonds, ça va être pas mal plus payant. Fait que c'est là que vient la stratégie. C'est là mon rôle, moi, comme conseiller, de dire, puis comme investisseur, je ne voudrais pas plus la payer, la prime à 160, je vous le dis tout de suite. Par contre, si on me dit qu'on peut créer quelque chose d'intéressant avec cette même prime-là, puis se bâtir 2 colonnes d'actifs. Fait que, tu sais, dans la vie, tu as les placements, c'est une colonne d'actifs. L'immobilier, c'est une colonne d'actifs. L'assurance vie en est une aussi. Fait que si on est capable de dire, je veux couvrir mon besoin au décès, donc ma facture fiscale, convention d'actionnaire, peu importe, mais ça me fait suer de mettre cet argent-là là-dedans, mais je suis capable de bâtir une colonne d'actifs avec mon assurance, puis du même effet, je suis capable de la leverager, donc de faire un prêt collatéral à même l'assurance pour pouvoir investir, que ce soit dans des prêts privés, que ce soit dans des immeubles, peu importe le type d'investissement, du moment qu'on réinvestit cette somme-là quelque part, on peut même rendre déductible d'impôt l'intérêt de la fameuse marge hypothécaire, pas hypothécaire, la marge collatérale qu'on a pris sur l'assurance. Fait que là, je vais vite, là, mais grosso modo, si on va avec cette stratégie-là, que là, on tombe dans la PFI, on paye la prime de 160 000 première année. Soit dit en passant, on met souvent ça dans une compagnie de gestion. Là, je vois la question arriver. On place la police d'assurance vie dans la compagnie de gestion pour un besoin de 3 millions, par exemple. On paye le 160 000. 3-4 jours plus tard, la banque nous octroie un prêt de 160 000 $ en collatéral à même notre assurance. Puis là, on se retrouve avec une marge de 160 000 puis une assurance vie qu'on a payée 160 000. On s'entend, on pourrait payer la police d'assurance vie avec ce prêt-là, ce qui est tout à fait correct. Par contre, fiscalement parlant, il faut faire attention aux étapes. On ne prend pas un prêt pour payer l'assurance. On a une assurance, puis grâce à l'assurance, on a eu un collatéral sous forme de prêt qu'on peut investir ailleurs. Souvent, ce que les gens font, ils ont déjà des revenus passifs dans l'entreprise qui rentrent de façon normale et passive. Donc, ils payent carrément l'assurance vie avec ce prêt-là, puis ils sont capables de venir déduire les intérêts en concurrence de d'autres revenus passifs dans l'entreprise. Donc, oui, vas-y, Yvan. Mais si on prend cet argent-là de la marge pour aller investir, l'assurance vie, c'est pas la garantie de l'assurance vie, ça, la marge? Oui, mais dans le fond, c'est que ton 160 000 il était déjà dans ta compagnie. Fait que là, tu as, mettons, on va dire 200 000 dans ta compagnie. Puis là, tu as le choix de faire des investissements immobiliers, de la bourse ou carrément de te prendre l'assurance vie parce que ton conseiller n'arrête pas de te dire c'est quand que tu vas la prendre parce qu'il y a un impact fiscal qui s'en vient. Il se décide de la prendre, il prend l'assurance vie, fait qu'il prend de son 200 000, il prend 160 000, il le met dans son assurance vie. Mais 4 jours plus tard, je le redébloque le 160 000. Fait que finalement, les liquidités, le cash flow reste à 200 000. Puis là, avec ce 200 000-là, il peut décider d'investir en immobilier, de faire des placements, etc., mettre ça en prêt privé à 12-13 %, puis générer plus de revenus que d'intérêt sur la marge. Les marges, là, en ce moment, sont autour de 5 % en collatéral sur une assurance vie, parce qu'une assurance vie, c'est extrêmement fiable. Je vais dire, 99 % garanti pour la banque. C'est même plus tangible et plus sécuritaire pour une banque qu'un immeuble. Fait qu'ils prêtent la totalité dans ce cas-là, vu que c'est très, très fiable. Donc, c'est vraiment une question de cash flow. On vient de créer 2 colonnes d'actifs. J'ai une assurance vie et je peux faire une mise de fonds sur mon immeuble. Année 2, pour avoir le 160 000, par exemple, parce qu'on va la payer 10 ans de temps, cette police-là. Fait qu'il faut avoir de l'argent dans notre compte pour la payer. Là, je vois ici à des chiffres à 160 000, mais le même scénario s'applique à 50 000 par année, à 100 000, à 1 million par année. On en voit. Donc, c'est vraiment le principe de pouvoir utiliser l'assurance vie puis créer une autre colonne d'actifs. Puis beaucoup, comme je disais tantôt, ont déjà des revenus passifs dans l'entreprise. Donc, carrément, paye 160 000, prends la marge, paye la prime. L'année 2,
reprend 160 000, paye, une autre 160 000 se rajoute en collatéral parce que la police d'assurance vie, elle a continué de prendre la valeur. Puis pour ajouter un peu là-dessus, à l'année 6 environ de chaque contrat, il y a un point de croisement qui se fait. Il y a plus de valeur de rachat, donc plus de valeur dans la police d'assurance que de ce que tu as payé en prime. Donc là, on s'entend, on crée un écart positif entre ce qu'on paye versus le collatéral. Puis on pourrait même faire un autre prêt sur cette assurance-là plus tard pour une mise de fonds éventuelle, pour d'autres projets. Puis c'est là qu'on rentre un peu plus dans l'infinite banking. On devient notre propre banque à partir d'une assurance vie qui est finie de payer après 10 ans. Puis si on a 40 ans, 50 ans, elle finit de payer, puis elle continue de prendre la valeur. Fait que ça, c'est juste du beau ce que je dis là, mais il y a aussi il faut être conscient d'être capable de payer la fameuse prime à toutes les années ou du moins avoir la liquidité dans le compte. Fait que, il y a cette particularité-là, mais ce qui est encore plus fou, fait que je rajoute la cerise sur le sundae, il arrive un décès éventuellement, la personne de 40 ans qui a pris ça décède à 85 ans, la dite police, là j'ai pris une compagnie X que je nommerai pas, ça donne 13 millions de dollars au décès. Fait qu'il a payé 160 000 pendant 10 ans, donc 1,6 million, et ça donne 13 millions à la succession. Mais vu que c'est une assurance vie, c'est non imposable. Donc, le 13 millions tombe dans la compagnie. La banque se repaye. Donc, si vous avez emprunté pour, je ne sais pas moi, 8 millions sur cette police-là au cours de votre vie, la banque se repaye en cession. Ce n'est pas le bénéficiaire, la banque. C'est vraiment un cessionnaire. Donc, se repaye son 8 millions. Par contre, le 13 millions vient de créer quoi? Un CDC. OK, là, je vois loin, mais c'est un compte de dividende en capital. Donc, on peut sortir 13 millions de la compagnie net d'impôts à la succession. On peut sortir des immeubles de là, des placements, des liquidités. Bref, on est capable d'avoir une sortie de fonds importante pour la succession. Elle peut payer l'impôt avec ça. Bref, on vient vraiment de créer un système fiscal intéressant à même l'assurance vie. Fait que là, Félix, dans le fond, le 8 millions qu'on a donné au cédant, on l'a en CDC. Fait que dans le fond, OK, fait que là, on vient de se créer parce que le 13 millions, je constate que le 5 millions supplémentaires, on se le verse en CDC, mais là, on a 8 millions en CDC qui a été créé. Fait que s'il y a vente d'immeubles après ça, là, on peut liquider. Ouais. Fait qu'on peut vraiment créer une bulle fiscale intéressante. Toujours, là, c'est pour la succession. C'est pas aussi excitant du vivant, mais du vivant, on a quand même un actif qu'on s'est bâti. Puis peut-être qu'à 60 ans, on s'achète un bateau puis on fait le tour du monde avec notre assurance vie. Là. Il y a du cash à l'intérieur, c'est du vrai cash. Puis on peut retirer aussi l'assurance vie. On pourrait, ce qu'on appelle un rachat, fait qu'on pourrait dire, je rachète mon contrat, je rembourse ma banque puis je profite de la vie. Mais là, il y a un impact fiscal. Il y a un impôt à payer entre le CBR. Puis bref, il y a des petits détails fiscaux. Référez-vous toujours à votre fiscaliste. Mais on aime ça en immobilier, les prêts, on n'a pas peur de ça, nous autres. Là. Fait qu'on dit toujours, refinancez votre assurance vie. Reprenez un prêt dessus. Vous pouvez déduire l'intérêt dessus. Puis, c'est non imposable. Un prêt, c'est jamais imposable. Donc, l'assurance vie peut vous créer ça en plus de tout le reste. Excellent, Félix. C'est ça une PFI. Merci pour l'explication en détail. Chantal Duhamel, est-ce qu'il y a un minimum à prendre en assurance? Je dirais oui. Ça serait faux de vous dire prenez-vous 10 000 d'assurance par année de prime, puis les banques vont s'ouvrir à vous. Souvent, on voit 100 000. Okay? Le 100 000, c'est le beau point où il embarque tout. Là, je vais en nommer là, Équitable, Manuvie, Scotia, ils peuvent embarquer à ces montants-là. Scotia, c'est un peu plus haut. En bas de ça, souvent, c'est là qu'on va plus devoir payer notre prime, attendre qu'il s'accumule des bonnes valeurs, puis là, n'importe quelle banque va pouvoir vous prêter. Mais pour prêter jour 1, on voit beaucoup le chiffre 100 000. Manuvie, pour ne pas nommer, le font aussi à 50 000 si tu prends l'assurance chez Manuvie, la plupart du temps. Donc, c'est sûr que c'est leur propre produit, ils ont un certain contrôle. Mais exemple que vous avez déjà une temporaire chez Sun Life, puis vous voulez la transformer en permanent, puis faire un prêt levier dessus, bien, ça se peut que les banques ne vous le prêtent pas tant qu'il n'y a pas de grosse valeur de rachat à l'intérieur. Puis là, 100 000, tu parles de la prime d'assurance, hein, tu parles pas des paiements. Non, le montant. Le montant qu'on paye à toutes les années. C'est parce que la banque, elle sait que l'assurance est super bonne, puis tout est tangible, mais ils veulent aussi récupérer un gain. Faire de l'intérêt sur 50 000 sont vraiment moins intéressés que faire de l'intérêt sur 100 000 $. Voilà, ouais, je comprends. Ouais. Fait que les taux sont plus avantageux, etc. Là. Donc, 100 000 par année, 8 000 quelques par mois, c'est un débutant, c'est un peu plus difficile, mettons, mais c'est bon de le savoir que ça existe parce qu'on prépare, en fait. En fait, ce challenge, Yvan, dans le fond, c'est débutant, c'est juste que le besoin n'est pas là. Fait qu'on n'ira pas là. Mais
si c'est 100 000, puis je te dis que je la finance au complet, ta prime, ça te coûte juste de l'intérêt. Ça coûte 5 % de 100 000. Donc, ça coûte 5 000 par année avoir une assurance vie de 100 000 déductible. Donc, 2 500 dans une compagnie de gestion à 50,17 % de taux d'imposition. Il faut avoir le 100 000 3-4 jours. Exact. Il faut avoir le 100 000. Puis, il ne faut pas que tu prennes ta carte de crédit pour payer ça. Ça ne se fait pas. Il faut que tu aies du vrai liquide. Il y a une enquête de crédit qui est faite. Donc, je vais dire le débutant en immobilier, s'il y a déjà une compagnie opérante avant qui a une certaine valeur, peut-être que le besoin va être là. Mais quelqu'un qui a 25 ans, qui se lance en immobilier, qui n'a pas nécessairement d'actifs avant, ni d'entreprise opérante à haute valeur, là, c'est là qu'on prépare le terrain. On va aller chercher une grosse temporaire de 5 millions, par exemple, qui va coûter des bagatelles. Ça va financer les conventions d'actionnaires. Ça va tout sécuriser. Puis plus tard, à l'âge de peut-être 40 ans, 15 ans plus tard, ou même 35, peu importe, là, ça va peut-être être propice parce qu'il va y avoir beaucoup de gains en capital latents à protéger, mais au moins son assurabilité. Donc, le fait d'être en santé à 25 ans va l'avoir protégé tout ce temps-là. Puis plus tard, même s'il n'est pas en santé, il est arrivé des pépins de santé, XY, on est capable de prendre ce montant-là et de le transformer en produit, on va l'appeler PFI, le produit PFI. Ouais, cool. Jean-Philippe, y avait-tu d'autres questions dans le chat que tu as spoté? Juste à être sûr, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, Félix, là, mais la différence entre le PFI et l'Infinite Banking, il me semble qu'on en parlait un petit peu avant. Y a-t-il une petite différence entre les deux? Bien, l'Infinite Banking, là, si tu te prends une assurance demain matin, puis tu vas aller tout de suite la faire financer, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a pas encore de haute valeur. À des petits montants, là, il n'y a pas beaucoup de valeur à l'intérieur. Tu sais, la prime de 160 000 que je parlais, là, elle capitalise beaucoup. La première année, elle vaut 140 000. Elle a déjà 140 à l'intérieur. Mais si je vous dis, vous mettez 160, puis vous prenez 140 de ça pour aller vous acheter un bateau non déductible, rendu là, prends 160, tu vas acheter ton bateau. Tu n'as pas une assurance pour acheter un bateau. Tu sais, dans le sens que il faut protéger le besoin. Là, on a un besoin. Puis là, on va payer cette prime-là. Éventuellement, il va y avoir des valeurs de rachat. Fait qu'après 3-4 ans, il va peut-être avoir 500-600 000 à l'intérieur. Là, c'est vrai qu'aller l'emprunter puis se gâter avec, on pourrait le faire ou investir. Ouais. Mais de prendre une assurance vie uniquement pour créer une mise de fonds, prends l'argent et fais ta mise de fonds. C'est ça. L'assurance vie ne va pas créer d'argent par magie comme ça. Là, non, tu fais un placement, tu vois ça comme un placement pour les 6 premières années. Tu vas payer de l'intérêt sur ta prime pendant les 6 premières années pour créer de la valeur pour ensuite en profiter. Puis en même temps, ce que j'aime particulièrement, 3 enfants, c'est que ça garantit aussi aux enfants un montant d'argent. Exact. Mais tu sais, on parle de, je ne sais pas si Luc Poirier nous écoute aujourd'hui, mais il nous avait fait une conférence récemment, en début d'année, puis il avait parlé de sa stratégie. Puis lui, c'est assez fascinant. Il prend le maximum qu'il est capable de prendre auprès des... Même si les banques, ils arrêtent, ils voulaient 100 millions, mais ils n'ont pas donné. Il prend le maximum, il paye la prime, il se fait rembourser par son collatéral, puis avec le même argent, il reprend une autre assurance. Il y a à peu près 15 polices d'assurance comme ça qui payent dans le même mois, à 3 jours d'intervalle avec le même 500 000, par exemple. Fait qu'il se ramasse avec, il l'avait dit, à peu près 380 millions net d'impôts pour sa succession. Fait qu'il dit, même si je dépense à tous les jours, que je m'achète tous les véhicules possibles, je suis garanti qu'ils vont avoir 380 millions net d'impôts à mon décès. Donc, ma job est faite comme papa. Fait que là, lui, dans 6 ans, watch out combien ça va valoir. Là. Exactement. Fait que, tu sais, là, c'est Luc Poirier, on s'entend, mais ça reste que l'idée se fait pour peu importe, le setup est le même. Là, j'avais Luc Poirier sur le bout des lèvres. J'allais dire qu'il y a Luc qui faisait cette méthode-là aussi. J'avais entendu entre les branches. Ouais. Fait que, wow, c'est... Il dit publiquement, même il avait dit pourquoi personne... C'est pas tout le monde qui fait ça. Ben, c'est parce que les banques aussi, il faut qu'ils te qualifient pour... Ouais. Il faut avoir les reins solides aussi pour dire que je m'engage dans un processus de, mettons, on va dire une prime à 100 000 pendant 10 ans. Ça reste un... Puis, on en parlait, Félix, puis je peux le dire aussi. Personnellement, j'avais essayé de le faire à ce moment-là, ça fait comme 3 ans peut-être. Puis on m'avait refusé parce que ma gestion n'avait pas de revenus. Ma gestion était détentrice d'actions dans les sociétés. Les sociétés étaient souvent déficitaires. Fait qu'on est déficitaire aux yeux de l'impôt, ce qui est bien pour nos poches, mais qui malheureusement est mauvais pour les prêts dans les banques. Fait que, tu sais, à surveiller pour les gens, là, justement, quand les compagnies sont déficitaires, on le sait avec l'amortissement, là, l'immobilier, c'est un des avantages fiscaux. Fait que ça va peut-être être un petit challenge à contourner. C'est pour ça que quand je travaille avec mes clients puis mon équipe, là, on est 3 actionnaires là, dans le Corpo Services Financiers, on
on fait un plan. Fait que c'est pas juste, ça te prend une PFI, bye-bye, on disparaît. C'est un plan de match. Fait qu'on connaît nos clients, on les connaît depuis des années. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'industrie, mais on a au-dessus de 30 ans cumulés là, ensemble, les 3 actionnaires. On en a vu passer. Des plans, on en a fait. Puis ces plans-là, ils servent à ça. Si Jean-Philippe Claude veut ce type d'investissement-là, il faut le préparer, il faut s'asseoir avec lui à toutes les années, comprendre le besoin. Est-ce qu'on est capable des fois de juste faire des acquisitions un petit peu différentes pour créer ce revenu passif-là avec les années, pour se permettre ce type de produit-là? Bien, ça se travaille en amont. Donc, c'est notre travail aussi de le faire parce qu'effectivement, des fois, on arrive à froid comme ça puis ça ne fonctionne pas. Mais vu que c'est l'assurance qui est la garantie pour la banque et non les actifs, souvent, ça passe assez bien. C'est juste que dans ton cas, Jean-Philippe, probablement que la déduction fiscale n'était pas intéressante parce que pour déduire de l'intérêt dans une compagnie de gestion, il faut avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est à la hauteur de 50,7 % environ en imposition. Donc, si on veut économiser au moins 50 % de l'intérêt, il faut avoir du passif qui rentre quelque part. Si on n'a pas de passif puis c'est voulu, on ne crée pas de passif, il ne faut pas payer d'impôts, bien finalement, notre intérêt sur la marge ne sera pas déductible parce qu'il n'y a pas contre aucun autre revenu. Donc, c'est plus ça c'est plus le fiscal qui est plate dans cette stratégie. C'est 5 absolument, mais tu sais, le rendu là, est-ce que l'avantage, parce que là, c'est 5 % sur soit 160 000 ou 100 000, mettons qu'on l'additionne, c'est 5 000. Je veux 2 500 de déduction là-dessus. Exact. Mais l'année 2, c'est le double, puis l'année 3, c'est le triple. Puis là, on parle de 100 000. On parle de 100 000, mais quand on achète 1108 unités, sûrement que le besoin va être plus gros que ça. Fait que là, c'est là que la déduction devient plus importante. Je comprends. Je te niaise, mais c'est quand même que le besoin peut-être qui va être même plus gros que ça. Je comprends. Je vois beaucoup de gens parler de financer la prime avec une assurance hypothécaire et tout ça. Là, je vois ça rouler un petit peu dans les commentaires. Pour bien saisir, dans le fond, le but, c'est pas de prendre un prêt pour payer la prime, pour reprendre un prêt, pour faire d'autres choses. Là. À même l'assurance, ça s'auto-paye. Fait que dans le fond, on peut prendre l'assurance et prendre un prêt pour payer l'assurance. Fait que ça, c'est une des façons si on a du revenu passif qui rentre de façon naturelle. Sinon, carrément, si vous avez déjà des liquidités, puis vous vous demandiez, je fais-tu une mise de fonds avec mon argent? Je fais-tu un placement? Je vais-tu en prêt privé? Peu importe. Bien, c'est là qu'on va dire, hey, j'ai un besoin, je sais que j'ai un besoin d'assurance, je vais faire les deux. Fait que je vais prendre mon assurance, puis après ça, avec l'argent du collatéral de l'assurance, là, je vais investir. Puis là, je vais rendre mon intérêt déductible d'impôt. Donc, le but n'est pas de financer nécessairement la prime à même vos actifs déjà, c'est l'inverse. Je ne sais pas si je suis clair, là. Oui, c'est clair. Puis en fait, tu as répondu à l'autre question qu'on avait, c'est comment rendre les intérêts déductibles. C'est sûr que si vous prenez ça, vous allez vous acheter un bateau. Ça vous prend un bon fiscaliste si c'est pour un bateau. Là. Ouais. Ça, c'est un bateau pour aller faire de la prospection sur les rives. Voilà. Ouais, il faut la réutiliser pour investir. Je peux ajouter sur la déduction, si vous mettez, dans le fond, on met rarement ça dans une compagnie opérante. Fait que si vous avez une compagnie je sais pas moi, de construction, vous ne mettez pas ça là. Parce que si vous faites poursuivre dans votre compagnie de construction ou vous vendez votre compagnie de construction, elle est prise là. Puis habituellement, des revenus de placement dans une gestion, c'est imposé à 50,17 %, d'où le fait de pouvoir déduire quasiment à plus de 50 % notre intérêt. Si on met ça dans une compagnie opérante, ce qu'on déconseille, mais il y en a quand même qui l'ont fait, souvent les revenus d'une opérante sont à 12,5 % d'imposition ou même 26 % d'imposition. Donc, on peut seulement déduire nos intérêts à la hauteur de notre taux d'imposition de la compagnie, qui est soit 12 ou 26, tout dépendant. Fait que, encore une fois, la fiscalité est vraiment importante ici, puis c'est dans les gestions qu'on met ça la plupart du temps. Oui, exactement. J'aimerais avoir une réponse là-dessus. Chantal Duhamel, peut-on prendre une assurance en partenariat ou avec une compagnie qui a 3 associés? Absolument. Absolument. Écoute, c'est la meilleure façon de financer votre convention d'actionnaire. C'est écrit mot pour mot dans le paragraphe. Les actionnaires devront se munir d'une assurance vie de X montant pour le rachat. Que vous soyez 3, 5, 10, vous pouvez toutes prendre des assurances vie sur la tête de tout le monde, payées par votre immeuble ou par votre compagnie. Seule chose. Si vous avez des âges différents, vous avez un qui est fumeur, pas fumeur, une femme, un homme, les prix vont varier. Donc là, c'est important de s'asseoir ensemble, se dire, si moi je coûte 40 par mois, toi tu en coûtes 200 parce que tu as 10 ans de plus, ben, est-ce que je me vire plus d'argent cette année-là en compensation? Bref,
c'est souvent là qu'il faut bien structurer ça puis voir c'est quoi notre but ultime derrière ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que si vous avez déjà des assurances-vie ailleurs, bien, vous pouvez mettre bénéficiaire la compagnie. Donc, vous pouvez rendre juste un montant de votre assurance. Mettons, vous avez 1 million déjà d'assurance personnelle, puis la convention a besoin de 100 000, vous pourriez mettre 10 % bénéficiaire X compagnie pour financer la convention, exemple. Fait que peu importe le nombre d'associés, c'est juste que plus on est d'associés, plus ça se complexifie, si on veut, du côté de l'assurance pour la gestion des primes, là, finalement. Les montants aussi, à un moment donné, tu sais, quand tu es tout seul dans la compagnie, tu as peut-être de la cash flow pour payer, mais là, à un moment donné, quand tu es 4 puis les 4 s'assurent sur la tête de l'autre, ça commence à faire du cash flow. Souvent, ce qu'on voit, là, quand on est beaucoup dans une convention ou dans un partenariat, c'est qu'on fait des rachats progressifs. Fait qu'on va dire, s'il arrive un décès de Félix, puis on est 5, bien, Félix, sa partie vaut 500 000. Bien, le premier 200 est payé en dedans de 30 jours, par exemple. Puis l'excédent est payé, mettons, le 100 000 suivant est payé les 12 mois qui en cours. Après ça, la différence est payée après 5 ans au refinancement, au renouvellement. Fait qu'au lieu de mettre de l'assurance vie en place, c'est qu'on met des délais de rachat dans la convention pour simplifier ce scénario-là. Ou, tu sais, moi, c'est déjà arrivé dans un de mes partenariats, quelqu'un n'est pas assurable. Il y a eu un pépin de santé dans le passé ou il a fait des niaiseries. Bien, il n'est pas assurable. Fait que oui, c'est écrit dans la convention, mais on ne peut pas la respecter, la convention. Donc, il faut trouver d'autres moyens, dont celle en rachat progressif. Excellent. On va changer l'ordre des choses parce que je sais que tu es rendu une vedette qui s'en va à radio tantôt à -20. Fait que peut-être un petit mot de la fin pour toi. Nous, on va continuer après pour les tirages et le mot de la fin de Jean-Philippe. Et donc, bien, mon mot que je dis tout le temps, puis tu sais, je suis un investisseur, by the way, là, fait que je comprends votre réalité de tous les jours. Mes impacts fiscaux, je les mesure à toutes les années fiscaux. Impacts fiscaux, je les mesure à toutes les années pour voir où j'en suis où là-dedans, puis mon plan de match. Ce que je réalise, c'est que notre plan, ce n'est pas une ligne droite. Donc, en immobilier, en placement, en entreprise, on a besoin de se faire accompagner, on a besoin d'un plan de match. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui connaît la réalité. Puis là, je ne veux pas juste me plugger. Si vous avez des conseillers financiers qui vous connaissent bien, qui comprennent votre situation, qui vous suivent depuis plusieurs années, bien, ils vont savoir c'est quoi votre progression. C'est sûr que s'ils n'ont pas d'immeuble, ils vont peut-être vous dire « Ah, avant tout, mets ça en placement, blablabla. » Faut peser. La diversification, c'est vraiment important. J'ai des placements, j'ai des immeubles, j'ai de l'assurance vie, j'ai un peu de tout parce que j'ai compris que les colonnes d'actifs, ils ne se parlent pas entre eux autres, mais je peux les faire parler puis ça devient intéressant. Fait que de faire un bon plan avec une équipe solide qui comprend la réalité, c'est la clé. Puis c'est ce qu'on fait nous autres, dans le fond. On a découvert ça en travaillant avec nos clients, que c'était notre force, puis maintenant, c'est ça qui nous fait vivre. Puis les gens nous recommandent pour ça. Puis c'est ça. Faites-vous accompagner. Puis entourez-vous. Je ne suis pas fiscaliste, mais je travaille avec un excellent fiscaliste, puis des excellents fiscalistes. Des avocats aussi pour votre convention. Prenez pas l'avocat qui a fait votre jumelé à Laval. Pas l'avocat, mais le notaire qui fait le jumelé à Laval, puis qui n'a jamais fait de convention d'actionnaire pour un immeuble de 40 unités. Je paierais peut-être plus cher ma convention pour aller quelque part où que tu vas être bien chapeauté puis il va comprendre ta réalité. Fait que de bien s'entourer, encore une fois. Oui, mais en fait, moi, j'adore ça parce que souvent, l'immobilier, comme on est dans l'immobilier puis on est laser focus sur l'immobilier puis on oublie les autres colonnes d'actifs. Mais j'adore ces produits financiers-là. Vraiment cool. Puis bien vulgarisé, Félix. Merci pour... tu m'as rebotté le cul. J'avais mis le dossier à côté. Là. C'était sur le coin de mon bureau. Là. C'est bon. C'est peut-être qu'on n'est pas toujours rendu là, mais c'est justement c'est avec des suivis qu'on peut voir. Puis des fois, je l'ai dit tantôt, mais je ne veux pas négliger l'assurance temporaire. On en parle moins parce qu'elle n'est vraiment pas excitante. Là. Tu regardes ça, tu payes, puis that's it. Mais elle est tellement importante dans un setup comme ça. Je pense à Jean-Philippe, tu es rendu pilote d'avion pour le fun. Mais les assureurs, ils n'aiment pas tant ça que ça. Ça les fait peur un peu. Si on a déjà de l'assurance temporaire, même 10 millions de temporaires qui ne coûtent pas si cher que ça, bien, on peut s'en servir pour faire des produits financiers de ce type-là en PFI, par exemple. Fait que le temporaire, moi, je m'en suis pris des grosses. Puis je suis surassuré. On regarderait mon portrait d'assurance, puis je suis surassuré parce que j'ai de l'ambition, puis je vois des grandes choses qui s'en viennent. Puis si j'ai des pépins de santé, puis moi-même pilote comme toi, JP, bien, j'avais fait ça avant d'être pilote, ou en tout cas, j'en ai que j'ai fait pendant aussi, puis bref, ça a été un peu de négo, là. Mais ça reste que la temporaire va venir assurer votre assurabilité dans le temps. Puis après ça, ben, il n'y a plus de soucis, puis on avance. Un passionné, on le voit.
Merci, Félix, de toutes ces informations-là. Je sais que là, tu dois quitter. Fait que merci. Je vais rester tranquillement. Puis bravo pour tes actions après le coaching. C'est cool. Ah ouais? C'est cool de voir des gens après le coaching qui ont passé à l'action. Fait que bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Ouais, puis si je peux plugger ça, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire de votre vie. Là. Ça m'a coûté 5 000 et plus taxes, là, ce fois-là. Puis je peux vous garantir que ça m'a rendu plus que millionnaire. En quand même, je ne vais pas dire peu de temps, il faut mettre des efforts, puis le temps fait les choses. Puis tant que ce n'est pas vendu, ça ne vaut rien. Là, on va dire ça de même, mais ça reste que ça a fait des beaux petits. Donc, petit mot de la fin pour toi avant que je fasse la dernière annonce. 205e lunch, hein, j'ai l'impression que je commence à radoter mes leçons de fin de lunch. Là. Mais tu sais, on le dit, entourez-vous des bonnes personnes. On en a parlé un peu au panel à Montréal aussi. Hein. C'est les bonnes personnes qui vont vous encourager dans la bonne direction aussi, autant dans l'immobilier que les autres choses de la vie. Tu sais, de dire de prendre une assurance vie, de la refinancer. Tu parles de ça à mon oncle Gaétan, pour faire un clin d'œil à notre ami Charles, à mon oncle Gaétan qui va dire « Ah, c'est quoi cette affaire-là? » Ben, c'est en ouvrant ses horizons financiers avec les bonnes personnes puis bien structurés. Caroline, que ça vaut cher être entouré vers les bonnes personnes puis avoir les bons conseils. J'ai dû le dire au moins une dizaine, quinzaine de fois en finale de ces lunchs-là, mais je répète, je frappe le marteau de dire c'est les gens, c'est les entourages, c'est eux qui vont t'aider. Puis je dis souvent la blague pendant le coaching, je dis moi, je sais rien, je sais juste le numéro de téléphone de la personne qui va me donner la réponse. C'est un peu ça que je répète tout le temps. C'est bon, c'est bon. Puis parlant de bonnes personnes, de bien s'entourer, la semaine prochaine, on reçoit Christian Pomerleau de PMML qui va venir nous parler en fait de l'impact du taux directeur sur l'immobilier et il va y avoir aussi l'annonce qui va être faite le 17, si ma mémoire est fidèle. Donc, le 17 septembre, on va voir si ça monte, ça baisse, si ça reste stable. Donc, Christian va venir nous en parler donc, de PMML la semaine prochaine, le 22 septembre prochain, pour le 206e épisode. Hey, Yvan, en passant, un petit bémol là-dessus, les gens qui suivent les taux, là, on a eu une grosse baisse de taux dans les CMB. Là. Ceux qui ne le suivent pas au jour le jour, là, mais on a quand même une baisse spectaculaire dans les 2 dernières semaines, peut-être. Là. De 30-40 points de base. Fait que ça fait du bien pour les hypothèques, quand même. Exact. Je voulais le noter parce que, quand même. Reste à voir si le taux directeur va suivre la tangente. J'ai l'impression qu'ils ont anticipé la baisse déjà de taux. Fait que si on n'a pas de baisse, ça va peut-être remonter, mais j'imagine qu'on a une baisse. Et il y avait également un forum à Toronto d'investissement immobilier, puis les différents feedbacks qu'on avait, c'est que ça allait continuer. En fait, l'économie était stagnante à cause des tensions politiques. On allait continuer d'avoir une baisse d'ici la fin de l'année. Quand même positif. Puis ça venait de différents feedbacks au salon. Fait qu'on parlait encore de baisse. Fait qu'on vient de commencer, mais on s'en va vers le bas normalement d'ici la fin de l'année. Voilà. Cool. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez l'information privilégiée. Puis ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez le code promo qu'on vous rappelle pour avoir une baisse de tarifs sur le coaching. Donc, une valeur, un rabais en fait 495 $ si vous appliquez ou vous inscrivez ce soir avant 23h59. Donc, le code est le 22VM en lettres majuscules. Donc, on va sur le site du club, dans le programme Élite, on rentre le petit code promo, on a un rabais. Et on vous invite à réécouter, en fait, les podcasts, les lunchs immobiliers qu'on fait. On est sur différentes plateformes, dont Spotify, Balado, Québec, donc les YouTube, en fait, les plateformes les plus populaires. On s'y trouve, donc une façon, de revoir l'information. Des fois, on peut l'écouter en accéléré aussi, donc c'est intéressant. Et on vous invite à être là la semaine prochaine, le 22 septembre prochain, pour le 206e lunch immobilier. Donc, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Jean-Philippe. Super dîner. Donc, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine, nous, ou c'est toi puis Jean-Pierre? On a un nouvel horaire. Il faudrait que je le regarde. Je regarde tout de suite à l'instant. Non, c'est pas moi la semaine prochaine. Donc, je vais être avec Jean-Pierre Dussault, je présume. Et, bon 2 semaines, Jean-Philippe. Merci d'avoir été là. Merci, tout le monde, d'avoir été là. Go, go, go. Bye.